Nous avons désormais avec nous des représentants de 5 listes qu'on pourrait qualifier de principales, mais on va dire représentants de 5 listes qui sont en lice aujourd'hui pour participer au municipal de mars prochain. Nous avons donc à ma gauche ici Marie-Hélène Ferraud. Vous représentez donc la candidature de Bruno Gilles, donc d'hiver droite aujourd'hui. Et donc vous êtes aussi par ailleurs, et c'est pour ça qu'on a déjà parlé de sujets qui vous touchent de près, conseillère municipale, déléguée à l'Opéra, à l'Odéon, aux Arts contemporains et à la Biennale Manifesta. Voilà. Donc vous faites partie de l'équipe municipale actuelle. Nous avons ensuite Jacques Besnaïnou. Vous êtes conseiller métropolitain, conseiller municipal d'arrondissement dans les 13 et 14e. Vous faites partie de l'équipe de Stéphane Ravier pour le Rassemblement national. Nous avons ensuite Agnès Fréchel qui représente donc le Printemps marseillais, coalition d'associations et de partis de gauche. Sans candidat encore pour le moment, mais qui travaille à l'Union. Et donc, par ailleurs, on peut le signaler, rédactrice en chef du magazine culturel Zibline, donc qui connaît bien ces questions. Ensuite, nous avons donc Sidney Cadeau qui représente la liste Debout Marseille, qui est donc la liste qui a aujourd'hui pour tête de liste Sébastien Barle, donc les écologistes et citoyens. Et vous êtes par ailleurs artiste, comédienne et connaisseuse des milieux culturels marseillais, si je ne me trompe pas. Et donc, enfin pour finir, nous avons Najat Akodad, qui est donc représentante de la liste d'Yvon Berland, qui est donc tête de liste désignée depuis peu pour une liste soutenue par La République En Marche. Bon, merci à tous donc d'être présents ce soir. Je vous ai déjà signalé donc les petites questions. Si vous avez des questions à l'écrit, vous pouvez le faire. Et par ailleurs, sachez que donc tout au long de la soirée, en tout cas jusqu'aux questions du public, les temps de parole seront chronométrés, ce qui va nous permettre au fur et à mesure, j'essaierai de faire des points réguliers, de faire en sorte que ce soit réparti de façon équitable. On fera des petits retours régie régulièrement, de sorte à ce que le débat soit le plus équitable que possible. Donc, on va commencer très simplement, en fait, par rapport aux interventions qui ont été faites avant. Je vais vous demander à chacun, en 1 minute chrono, et là, pour le coup, je vais chronométrer à la minute, de me dire un petit peu ce que vous avez retenu de ces interventions et en quoi ça résonne avec une des priorités de la liste que vous représentez. On va commencer. On va commencer par vous, Madame Ferraud. Je vous en prie, vous avez le micro qui est ici. Bonsoir à tous. Par rapport aux interventions que nous venons d'écouter, mais écoutez, je crois que on ne peut que partager le constat de Monsieur Rousset, c'est ça, pour les bibliothèques. On a changé pour les bibliothèques. Sur les bibliothèques, José Rose. José Rose. Pour les bibliothèques, et évidemment, ce sont des lieux de plaisir. Évidemment, nous sommes en retard. Et évidemment, ça sera une priorité de la prochaine mandature sur les 2020-2026, en essayant peut-être pas de tout combler, mais de faire un maximum pour y arriver et pour le faire bien et émailler le territoire de façon homogène. Pour les ateliers d'artistes, j'espère pouvoir en parler plus longtemps parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous en avons déjà parlé avec Laurent Lebouis et puis les membres de Marseille Expo parce que c'est un vecteur, me semble-t-il, essentiel pour la création contemporaine. Et qui est essentiel aussi dans le dispositif de Manifesta, mais pas que, parce que Manifesta, c'est un moment, ce sera un moment, j'espère qu'il sera réussi, qu'il sera partagé par le plus grand nombre, mais il faut penser déjà à l'après-Manifesta, et le problème des ateliers est un problème crucial, et pour lequel, j'espère, nous arriverons à trouver des solutions. En tout cas, moi, personnellement, je m'y emploierai. Voilà. Après, je vais vous faire un aveu. J'ai perdu le monsieur qui a parlé de la nuit. Ilyes Agoub. Il est là, voilà. Moi, je vous cherchais beaucoup plus loin. Je crois que j'ai passé l'âge d'aller fréquenter tous les lieux que vous avez cités. Malheureusement, je n'ai pas tellement de... J'aimerais. Voilà, donc je vais travailler et pour pouvoir vous répondre et pouvoir faire des propositions. Et je peux vous dire que, néanmoins,
On a remplacé pendant 15 jours Madame Posmentier pour la signature des arrêtés alors qu'elle était en vacances en plein mois d'août cet été. Et j'ai signé beaucoup d'arrêtés justement permettant des moments festifs dans différents lieux de Marseille. Donc, oui, forcément. On peut peut-être le faire. Très bien. Bon, on a déjà un petit peu mordu, mais on est à peu près dans les clous. Donc, à vous, Monsieur Besnaïnou, pour le Rassemblement national. Alors, parmi ces trois intervenants, ce qui est à retenir pour moi, pour ce qui est des bibliothèques, évidemment, à Marseille, on a un retard sur tout, que ce soit les transports, que ce soit l'éducation, à tous les niveaux, il y a du retard. Donc, évidemment, 8 bibliothèques, c'est vraiment pas assez. On est d'accord aussi que l'éducation passe par la lecture, et la lecture est très très importante. Donc il va falloir nécessairement mettre un coup de fouet sur ce sujet pour permettre à tout Marseille, de pouvoir avoir une bibliothèque dans son secteur, dans son quartier, sans avoir besoin de traverser la ville pour avoir un bouquin. Il faut aussi penser à tout ce qui est nouveaux moyens informatiques. Ça, c'est aussi important. Je pense qu'il y a quelque chose à développer sur ce sujet-là, parce que tous les enfants maintenant ont des tablettes. Alors évidemment, c'est pas le livre. Moi, je suis attaché au livre. Hein. C'est quelque chose qui a fait toute ma vie, hein, puisque je suis né un peu avant les ordinateurs. Mais évidemment, il faut s'adapter à la vie moderne. Ensuite, quant au problème des résidences d'artistes. Évidemment, là aussi, Marseille a un certain retard. Et les artistes devraient avoir la possibilité d'avoir un accès et d'avoir la possibilité de travailler dans des endroits qui leur seraient dédiés. Il existe à Marseille 257 bastides qui sont en ruine ou à l'abandon. Alors pourquoi ne pas utiliser ces bastides justement pour pouvoir proposer une cinquantaine de lieux d'artistes, ce qui permettrait d'avoir des lieux qui soient assez grands, je pense, et pouvoir partir de zéro, quoi. Ces bastides sont en très mauvais état, on pourrait partir de zéro. Très très mauvais état normalement. Voilà. Donc il y aurait sans doute parmi ces 257 bastides, 50 bastides à pouvoir sortir du lot pour pouvoir en faire des résidences d'artistes. Je vous laisse finir votre phrase et on a dépassé le quota encore. Désolé, je suis allé. J'ai dépassé, je crois. Oui. Du coup, Agnès Fréchette. Alors, je vous laisse 15 secondes. Alors, on va me laisser 2 minutes sur la night. Pas 2 minutes. Donc, évidemment, alors, je suis aussi, comme Marie-Hélène, un peu âgé pour sortir le soir très tard. Mais malgré tout, c'est vrai que la jeunesse a besoin de lieux aussi. Et malheureusement, les gens ont aussi besoin de dormir. Donc c'est vrai que c'est deux mondes quasiment inconciliables. Alors comment gérer les deux mondes, c'est toujours très difficile. À mon avis, il y a peut-être une possibilité qui serait intéressante, c'est justement des endroits éphémères. C'est-à-dire qu'on prendrait, on ne ferait pas d'un quartier un endroit où se déroule tout le temps la fête en emmerdant tout le monde, hein, je suis désolé de le dire, mais des endroits qui pourraient se déplacer dans toute la ville et permettre des événements tout à fait aléatoires et festifs. Je pense que ça serait peut-être une solution à suivre. Très bien. Agnès Fréchel, Printemps Marseillais. Je vais essayer de tenir la minute. Pour les bibliothèques, je ne vais pas beaucoup m'étaler parce que José Rose fait partie de notre groupe de réflexion culture et son programme est le nôtre en fait. Ah. Donc ça fait vraiment partie de nos priorités. C'est peut-être la priorité number 1 de notre programme. Donc, en revanche, la nuit, on en a assez peu parlé. Alors, je ne sais pas si j'ai plus l'âge, mais en tous les cas, moi, j'aime vraiment la vie nocturne, encore, j'espère longtemps, et j'espère qu'elle n'est pas réservée aux jeunes. Ce qu'on peut y faire pour aider à la structuration de la vie nocturne, c'est un tas de petites mesures qui, effectivement, seraient des mesures d'accompagnement à la structuration, des mesures au lieu d'empêcher un lieu qui n'est pas établissement recevant de public de l'amener à fermer, au contraire lui donner de l'argent pour qu'il puisse insonoriser, recevoir mieux, moins gêner le quartier et faire sa vie nocturne destinée à tous. Quant aux ateliers d'artistes, c'est une honte, hein, 13 ateliers d'artistes dans une ville de 860 000 habitants. C'est pas du retard, c'est désertique. 2000 à Paris, 13 à Marseille, dont 4 en arrêté de péril, à Boisson, parce qu'il y en a 4 en arrêté de péril. Je pense que les mettre dans des bastides en ruine, ça pourrait... oui, mais qui les refait? Oui, j'imagine que vous n'allez pas les mettre dans les ruines. Quoique, hein, ça arrive. Hein, on demande aux artistes de restaurer des lieux pour y rester. Hein, c'est une démarche aussi intéressante. On demande aux artistes de fabriquer leurs propres outils. Et une fois qu'ils les ont fabriqués, parfois on les leur enlève. Enfin, ou en tous les cas, d'aller dans
dans des missions d'utilité publique qui sont abandonnées par la ville. Donc oui aux bibliothèques, oui à la vie nocturne et beaucoup d'ateliers d'artistes pour que tout le monde puisse y aller, à la fois les Marseillais qui vivent ici, qui s'installent ici, et puis faire venir des artistes d'ailleurs pour des projets qui durent 2 ans. Voilà. Alors, Sidney Cadeau pour la liste Debout Marseille. Alors, entièrement d'accord avec le diagnostic qui a été posé par les 3 intervenants précédents de la table précédente. Donc, évidemment, il faut une bibliothèque par arrondissement, c'est crucial. Il faut des structures où il y a des livres, où il y a des assos, des conférences qui peuvent se réunir, proposer une offre culturelle liée à l'oralité, liée à l'écrit. Bon, c'est d'une évidence assez banale. Donc ça, c'est crucial, évidemment. Ensuite, oui, ce qui est très important concernant la gestion de la fête à Marseille et la gestion de la nuit, c'est que quand on regarde la carte de l'offre culturelle à Marseille, tout est à peu près concentré dans le centre et dans l'hypercentre. Il y a très peu de choses ailleurs. Et donc, il faudrait aussi penser à concerter les habitants, les agents culturels de ce milieu, de réfléchir ensemble à où est-ce qu'on met des structures, enfin où est-ce qu'on met des salles de concert, où est-ce qu'on met plein de structures amovibles qui peuvent servir pour des usages nocturnes, en dehors de l'hypercentre et du centre. Mais aussi continuer à gérer ce qui se passe dans le centre. Comment, je ne sais pas, parce que je ne suis pas habituée à faire ça. Oui, donc pour la question oui, et c'est important aussi qu'il y ait des hauts lieux de fréquentation nocturne à Marseille. Il y en a beaucoup dans les autres villes. À Lyon, par exemple, il y a le Sucre, il y a plein de hauts lieux vraiment reconnus pour leur vie nocturne. À Marseille, on ne peut pas en citer, en fait. Ah, le cabaret aléatoire, oui, oui, on peut en citer, mais je veux dire, ils rayonnent pas autant que d'autres lieux dans d'autres villes. Vous avez fâché quelques personnes dans la salle. Pardon, je suis désolée, je veux pas vous fâcher. Ok, et pour les ateliers d'artistes, je termine. Ouais, il y a des friches. Il y a des friches. Ce qu'il faut faire avec les artistes, en fait, c'est qu'il faut déjà réunir les acteurs institutionnels et les artistes autour d'une même table et faire un diagnostic de ce qu'ils ont besoin, où l'offre, où les ateliers d'artistes pourraient être dans la ville, à part dans le panier, à part dans le buisson, rue Bisson. Donc à ça, je vous laisse finir, mais on va y revenir de toute façon. Donc ça, oui, et investir les friches, c'est pas une mauvaise idée, mais encore une fois, il faut que ça soit de la co-construction avec les personnes qui en ont besoin, avec les publics qui seront amenés ou pas à en rentrer dans ces ateliers à certains moments pour les gens du patrimoine ou autres. Enfin, c'est des choses qui se réfléchissent de manière collégiale et surtout, il faut prendre en compte la donnée géographique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre toutes les offres au même endroit. Il faut réfléchir aussi à l'identité de chaque secteur. Ok. Ensuite, Najat Akodad pour La République En Marche. Allez-y. Bonsoir, merci de nous recevoir. Alors pour ma part, je souscris absolument ce qui a pu être dit précédemment. Donc effectivement, la culture, c'est vraiment un vecteur d'émancipation, un vecteur de développement. Et c'est pour ça qu'on doit s'y attacher dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup de mots qui ont été employés et qui ont une forte signification. Vous avez parlé donc de cette égalité, de cette liberté, de ce retard aussi. Et vous avez aussi parlé de sujets, par exemple vous, Monsieur Agoug, vous avez parlé de la perception que l'on peut avoir, par exemple, du monde de la nuit. On a parfois une perception qui est négative d'une partie de la culture. Donc là, il y a vraiment un travail de fond à réaliser, qui est un travail de fond sur l'appréhension que l'on peut avoir à la culture. Alors, beaucoup de sujets ont été évoqués par les différents intervenants, et un constat qui est partagé, c'est que la culture infuse dans chacun des secteurs. C'est-à-dire que sans transport, sans accès, il n'y a pas de culture. Sans éducation, sans culture et éducation qui sont clairement liées, on ne pourra pas faire de la culture un vecteur de rassemblement au niveau des gens, un vecteur d'émancipation. Donc si on ne prend pas la culture de manière globale,
là-dessus, on risque de passer à côté du but. Ensuite, il y a plusieurs sujets qui ont été évoqués aussi et qui sont revenus à plusieurs reprises, et notamment au cours de l'introduction par le monsieur, dont je ne me souviens plus du nom, du théâtre, qui nous a parlé de financement. Il nous a parlé de besoin de financement. Ensuite, on en a entendu parler au moment du sujet sur les bibliothèques. Eh bien, il existe une question de financement. Les artistes, les structures qui accompagnent les artistes, le bâti, qu'est-ce que l'on en fait, comment on l'entretient. Est-ce que l'on peut compter uniquement sur la force des bénévoles pour tenir la culture dans la ville de Marseille? Donc là-dessus, il y a vraiment une question de structuration de la culture au niveau de Marseille, et c'est en ça qu'une municipalité doit intervenir. Structurer l'offre culturelle de Marseille, la rendre accessible du nord au sud, réconcilier les gens autour de la culture, permettre cet accès à la culture, la financer. Et donc tous ces sujets-là, je pense qu'ils vont drainer nos débats ce soir. Et nous, ce que l'on souhaite faire, c'est vraiment s'attaquer à la culture par l'ensemble de ces sujets-là et apporter des solutions. Alors, merci à tous pour ces premières interventions. Justement, on va directement passer à la question des équipements, parce que c'est quand même là-dessus qu'on va avoir le plus de concret, c'est-à-dire que la municipalité a en gestion pas mal d'équipements. On a parlé des bibliothèques, on peut parler des musées, des salles de spectacle, de l'opéra, on en reparlera aussi. Il y a dans tout ce paysage aussi la question des financements qui ne sont pas extensibles et que va devoir gérer la prochaine municipalité. Alors, comment est-ce que, selon vous, on peut redonner du souffle à une offre qui existe, mais qui a des problèmes, qui n'a pas des ressources infinies, on connaît aussi les problèmes qu'on a beaucoup documentés chez Mars Actu, du personnel, notamment dans les musées, dans les bibliothèques, qui est donc nombreux, pas toujours au bon endroit. Donc, comment est-ce qu'on redonne un souffle selon vous? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Est-ce qu'on délègue des choses au privé? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous, peut-être Marie-Hélène Ferraud, vous vouliez intervenir? Oui. Je pense qu'il faut avoir une vision globale et déjà être assez pragmatique, faire l'inventaire de ce qui existe, de ce qui est fait, de ce qui est bien fait, et partant de là, voir comment on peut le structurer mieux pour être assez équitable. Donc, il me semble que les grands... On peut rappeler que vous êtes à la tête donc, de l'opéra, enfin à la tête, vous avez la délégation, non, vous avez la délégation de l'opéra qui est gérée par un directeur général qui est très présent. Donc c'est lui qui fait marcher la maison, on va dire, l'élu forcément est de passage. Donc je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi en mars 2020. Donc voilà, l'opéra continuera, j'espère, je le souhaite ardemment. Voilà, mais ce genre d'équipements, typiquement comme les musées, sont des équipements qui sont reconnus, qui sont importants, qui sont lourds financièrement et qui drainent un public qui va au-delà de Marseille. Ce sont des équipements qui, à mon sens, devraient changer de statut et devenir des équipements métropolitains pour répartir les charges, alléger le coût culture de la ville et ainsi pouvoir redéployer les économies faites sur ces équipements sur des structures plus petites, plus fragiles, plus souples. Voilà. Donc, ce qui semble peut-être difficile à faire entendre aux autres villes de la métropole qui n'ont pas forcément envie de supporter l'opéra. Non, parce que je pense que c'est pas la question de supporter ou de pas supporter. Je pense qu'il y a eu une tentative de faire passer l'opéra à la métropole il y a 2 ans, je crois, lors d'un conseil municipal. Malheureusement, le rapport regroupait des équipements très divers, puisqu'on parlait du stade Vélodrome à l'opéra en passant par les piscines. Donc il faut avoir une construction un peu, je veux dire, voilà, sensée pour proposer des choses réalisables. L'opéra draine un public qui est pour moitié métropolitain.
Donc pourquoi ne serait-il pas soutenu financièrement par la métropole, puisqu'il a ce rayonnement au-delà de la ville de Marseille? Voilà, donc ça pourrait paraître légitime. Il faut pour ça changer de statut, et c'est un travail qui est administrativement long, mais qui peut se faire de façon tout à fait... donc mieux se répartir la tâche entre collectivités. Et mieux répartir la tâche entre les collectivités en fonction des spécificités des établissements. Il ne faut pas le faire systématiquement. Il faut que ce soit justifié par rapport à un taux de fréquentation qui est partagé sur le territoire et l'attractivité du lieu en question. Donc ça peut s'envisager, me semble-t-il, très bien pour l'opéra. Et puis après, il faut être pragmatique par rapport à tout ce qui existe et essayer de soutenir les structures qui font un travail au long cours, efficace, qui aident les artistes, quel que soit le secteur d'activité. Je ne parle pas que des arts plastiques, ou c'est valable pour le théâtre, la danse. Voilà. Donc c'est un travail, me semble-t-il, qu'il faut faire de façon urgente pour un peu tout remettre à plat. Vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant avec l'équipe actuelle. C'est une volonté politique de changer le statut d'un établissement culturel importante et qui doit être prise par le maire. Alors peut-être Agnès Fréchel, je sais que vous travaillez beaucoup sur ces questions au sein de la commission culture. Comment est-ce qu'on redonne un souffle à ces équipements un peu endormis, on peut le dire? Endormis, je ne sais pas. L'opéra, c'est compliqué. L'opéra, c'est très compliqué parce que c'est un établissement qui coûte 18 millions en fonctionnement à la ville, qui a une nécessité de travaux. Qui est en régime municipal, on peut peut-être le préciser. C'est en régime municipal, c'est-à-dire il y a deux établissements qui sont en régime municipal, c'est l'Opéra et l'Odéon qui ont été regroupés. Et donc, il coûte 18 millions en fonctionnement à la ville, plus tous les travaux qui devraient être faits, qui ne sont pas faits, qui sont retardés. Il pleut dans l'Opéra, il pleut dans l'Odéon aussi. C'est une des caractéristiques de ces deux maisons communes. Elles reçoivent de la pluie sur scène. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu? Oh, j'y vais tout le temps. Il faut en fait... Pour l'opéra, notre projet au Printemps Marseillais, c'est d'en faire un opéra national. Un opéra national, qu'est-ce que ça veut dire? Un opéra national, ça veut dire de l'argent de l'État, pas seulement un opéra métropolitain. Évidemment, il faut que l'opéra qui est fréquenté par des métropolitains fasse partie des équipements que la métropole finance. Mais il faudrait vraiment que cet opéra soit un opéra national. Toutes les villes de France de plus de 300 000 habitants ont un opéra national, sauf Nice et Marseille. Pourquoi est-ce qu'elles n'en ont pas? Parce qu'on n'arrive pas à avoir le label, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la qualité, et ça ne répond pas au cahier des charges d'un opéra. Il n'y a pas le nombre de levées de rideaux suffisant, il n'y a pas la formation professionnelle suffisante, il n'y a pas, quoi d'autre, le nombre de productions suffisantes. Il manque des choses à l'opéra. L'orchestre est formidable, l'opéra est formidable. Il y a une tradition populaire de l'opéra à Marseille qu'il faut absolument arriver à retrouver. Moi, quand j'étais enfant, j'adorais aller à l'opéra, je filais au poulailler, j'adore l'opéra. Ça serait fou qu'on se passe d'un opéra à Marseille. Pour arriver à ce que cet opéra aille mieux, c'est-à-dire fasse des productions qui soient de meilleure qualité, je ne parle pas de la qualité musicale, elle y est la qualité musicale, qui soit de meilleure qualité scénique, théâtrale, qui soit de meilleure, qui puisse tourner, qui puisse partager, coproduire, il faut absolument investir dans cet opéra. Alors, pour l'investissement, puisque c'était le deuxième volet de la question. Oui, voilà, la question aussi de ces équipes municipales, c'est du personnel, c'est... Si on veut une politique culturelle ambitieuse, et le Printemps Marseillais veut une politique culturelle ambitieuse pour cette ville, il faut investir dans la culture. C'est assez étonnant, la notion de comment vous faites, comment est-ce qu'on y arrive très vite dès qu'on parle de culture. C'est-à-dire que quand il est question de réparer des écoles, on ne dit pas combien ça va coûter, ou en tous les cas, on ne le dit pas tout de suite. On sait qu'il faut réparer les écoles. Quand il faut investir dans la culture, c'est une question qui vient tout de suite, comme si c'était une cerise sur le gâteau, un surplus, de la chantilly. Non, il faut investir dans la culture. Pourquoi? Parce que la culture est essentielle. On a droit à la culture comme on a droit au reste, comme on a droit à l'éducation, comme on a droit absolument à tout le reste. La ville de Marseille dépense par habitant 130 € pour la culture. La ville de Lyon et la ville de... Lille, non, c'est ça. La ville de Lyon et la ville de Bordeaux dépensent 230 € et la ville de Lille 270 € pour la culture. Le budget de la culture à Marseille représente un petit peu moins de 10%
du budget. C'est beaucoup. C'est le troisième budget, a priori. Ouais. C'est le troisième poste, mais c'est un peu moins de 10%. Lyon, c'est 18%. Pourquoi? Oui, c'est une question de choix. Il y a des missions très importantes culturelles pour une municipalité. Les bibliothèques, c'est la première. Mais il y a aussi, effectivement, les musées, il y a les pratiques artistiques, il y a les établissements en régie directe, et il y a bien sûr tout ce qui est volet subvention. Le volet subvention est encore plus restreint et ridicule que l'investissement culturel. Alors oui, c'est le troisième de la ville, mais c'est 130 € par habitant. Vous imaginez un peu 130 € par habitant pour la culture? Ce que c'est rien. Il y a des moyens. D'abord, il faut nécessairement augmenter ce budget de la culture. Et il y a des moyens de le faire. On peut, par exemple, ce que la ville a toujours refusé de faire, faire une taxe de séjour orientée. Taxe de séjour sur les navires qui nous polluent. Le tourisme. Qui serait directement fléché sur la culture. Normalement, la taxe de séjour est fléchée. Oui, c'est dans la loi. Elle est fléchée, la taxe de séjour. Plus précisément sur la culture. Elle est fléchée sur l'aménagement public et sur la culture et sur le tourisme. Donc oui, normalement oui. Ça devrait être fléché, elle ne l'est pas. Donc il y a des solutions. C'est pas tellement notre travail à nous, au groupe culture et à la commission culture de travailler sur ces questions économiques, mais on peut très bien supprimer les événements Red Bull, supprimer Miss France, supprimer l'événementiel, en tous les cas le repenser pour qu'il soit comme Manifesta, un événementiel intelligent. Mais en dehors de ça, il y a des économies à faire, et puis il y a des gabegies. Enfin, le château de la Busine. Combien de millions ont été investis dans le château de la Busine qui n'a aucune programmation? Le silo, c'est une gabegie. Il y a plus de 400 000 € qui partent tous les ans parce qu'il manque de place au silo. Donc la ville paye un dédit parce qu'en fait, elle a livré une salle où il manquait des places par rapport au plan. Donc il y a de l'argent à trouver, on en trouvera, et de toute façon il est nécessaire d'en trouver, la question ne se pose pas. On ne peut pas continuer à être la ville où il y a le moins de bibliothèques, le moins d'ateliers d'artistes, et des subventions culturelles de l'ordre de 25 € par habitant, c'est-à-dire presque rien, données aux associations culturelles qui ont souvent pour charge de tenir les missions de service public de la ville à leur place. Donc là vous avez pris une bonne avance sur le temps de parole. Monsieur Besnaïnou me fait signe depuis tout à l'heure. Alors, pour ce qui est du problème de l'opéra, qui est un problème important, c'est vrai que l'opéra, c'est un objet emblématique de Marseille, qui est bicentenaire, qui est ancien. Il y a quand même une possibilité que vous n'avez peut-être pas vue, c'est qu'on pourrait aussi la laisser en délégation personnalisée. C'est-à-dire que le directeur de l'opéra aurait pour tâche de chercher les financements et de demander moins de subventions pour le faire fonctionner. Donc des financements privés, voilà. Il y a 2 opéras en France qui fonctionnent comme ça et ça fonctionne très bien. Donc c'est peut-être une possibilité à étudier. Je voudrais aussi aller plus loin pour tout à l'heure, pour ce qui est des artistes. Il y a quelque chose à Marseille. C'est vrai, quand on vient à Marseille, on vient pourquoi? On ne vient pas simplement pour faire du shopping dans les grandes surfaces avec des marques de luxe. On vient parce qu'on a envie de découvrir des choses intéressantes à Marseille. Il existe un musée d'art contemporain qui est complètement excentré à Bonneveine, alors qu'il aurait, à mon sens, toute sa place dans le centre de Marseille. Et ça permettrait aux artistes... Est-ce que le risque, c'est pas de tout concentrer dans le centre-ville? Oui, mais à un moment, on ne peut pas demander aux gens de prendre des petits bus. Il faudrait vraiment qu'il y ait une concentration de certaines choses, quoi, vous voyez. Ensuite... Et je suis d'accord, mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Voilà, mais je pense que l'art contemporain aurait une... Il y a un deuxième musée qui, moi, me semble emblématique, c'est le musée de la moto, qui est pris entre 2 tours dans les quartiers nord. Personne ne le connaît, personne n'y va, ou très rarement. Une question de visibilité aussi. Il est quasiment invisible. Donc voilà, ce genre de choses, je pense qu'à Marseille, ça aurait un attrait pour les touristes et ça donnerait de la valeur ajoutée aux gens qui la visitent. Alors, nous avons 3 mains qui se sont levées. Madame Ferraud, vous avez déjà parlé, donc je vais en priorité donner à Najat Akodad. Allez-y. Merci. Alors, j'ai mes cheveux qui se dressent un peu plus sur la tête quand j'entends parler de tout concentrer encore sur l'hypercentre et d'éviter que les gens prennent des navettes, que les gens puissent prendre le bus pour pouvoir aller assister à des expositions ou autres. Mais la difficulté, monsieur, c'est qu'on n'en est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il existe, par exemple, à Marseille, des écoles où des professeurs et des directeurs ou directrices nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer des titres de transport
pour que leurs élèves puissent participer, puissent assister à des expositions. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que la culture, elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc moi, je ne suis pas certaine que de tout concentrer au même endroit et de mettre les moyens sur les mêmes personnes pour pouvoir y accéder, qu'on puisse réconcilier l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Juste quelques chiffres sur le budget, vous l'avez évoqué. Comment aujourd'hui est financée la culture ? 50% de ces financements viennent de la ville de Marseille, 30% du ministère de la Culture, 12% du département et 8% de la région. Il existe l'Europe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des financements, on peut en trouver. Si ça n'est pas dans l'ADN de les chercher, à un moment donné, il faut y aller. Nous, ce que l'on propose, c'est justement d'utiliser les fonds européens qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas complètement utilisés. Donc il y a une ressource qui peut exister et qui peut être utilisée pour justement essayer de favoriser un certain nombre de projets culturels. Et puis, vous l'avez évoqué sur la partie privée, par exemple, pour Marseille-Provence, en 2013, une partie de Marseille-Provence a été financée par des dispositifs du type mécénat, par du privé. Les entreprises, les acteurs privés se rendent compte de plus en plus de la nécessité de financer de la culture. Pourquoi ? Parce que ça amène du développement économique. Ça amène, un développement culturel qui permet de faire rayonner une ville, un quartier, un arrondissement, un secteur, peu importe, mais tout le monde est gagnant. Donc, jusqu'à quel point le privé peut s'investir dans le financement de la culture ? Est-ce que les collectivités doivent être garantes d'un certain équilibre ou pour vous de toute façon, il faut des garanties parce qu'on ne peut pas déléguer complètement l'entretien, les financements, le rayonnement au privé. Ça n'est pas possible. C'est du rôle de la municipalité de permettre d'avoir un environnement qui soit favorable au développement de la culture. Et donc, là-dessus, ça va passer par l'implication d'acteurs privés, mais ça passe aussi par du contrôle de ces acteurs privés, notamment par des processus d'appel d'offres pour pouvoir y participer. Donc là-dessus, c'est peut-être faire preuve de pragmatisme sans avoir à modifier l'ensemble des structures, mais pouvoir impliquer les acteurs privés qui sont de plus en plus demandeurs. Et là-dessus, on le voit, on a des associations qui s'organisent pour justement impliquer des acteurs privés, pour pouvoir justement trouver les financements nécessaires pour le fonctionnement, pour la structuration des projets. Et ça ne représente pas une majorité des fonds, mais il n'empêche que ça représente quand même la partie qui permet la réalisation de certains projets. Alors, Sydney Cadeau, vous aviez signalé... Oui, alors, je ne vais pas tout répéter parce que ça sert à rien. Je suis très d'accord avec ce qu'a dit Agnès Fréchel. Voilà, on valide. Il faut un Bretton Woods de la culture. Non, mais pas complètement d'accord. Je précise, attendez, je vais amener une vision écolo. Est-ce que l'union va se faire sur cette scène Ok. Non, mais il y a des moments où on peut être d'accord, c'est bien. Non, mais Bretton Woods de la culture, je pense que tout le monde est d'accord, les chiffres, etc. Bon, tout ce que tu as dit, c'est très bien. Bon, on va parler de la vision politique et de la vision d'avenir de ce que c'est une politique culturelle dans une ville comme Marseille. Premièrement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'écologie et la culture, ce sont deux champs qui ne peuvent pas être sectoriels dans une politique au niveau de la ville. Il faut que ces deux champs irradient dans toutes les politiques de la ville, à l'urbanisme, dans les transports, etc. Il faut qu'il y ait des délégués, dans chaque poste de politique de la ville, qui ait la charte comme ça sous les yeux, culture, patrimoine, art, éco-responsabilité, sous les yeux à chaque fois qu'il y a un projet qui est financé par la ville, que ça soit pour la voirie, l'urbanisme, etc. Bon, première vision, ça va ? Voilà. Ça, ensuite, il y a à Marseille, c'est une ville portuaire. Marseille, c'est une ville qui n'est pas dénuée d'une histoire assez singulière. Je pense aux populations historiquement marginalisées, aux populations des diasporas, aux populations marginalisées. Enfin, les invalides, qu'on ne prend pas du tout en compte dans les processus de création, dans l'offre culturelle et puis dans l'accessibilité, les handicapés, tous les marginaux. C'était quoi mon truc ? Oui, donc il faut mettre en valeur le potentiel de la ville, c'est-à-dire le potentiel patrimonial, le potentiel historique et le potentiel géographique. Comment ça se fait qu'à Marseille, une ville portuaire, il n'y a pas de muséum de la vie marine ou de la mer ?
Alors, il y a régulièrement dans les propositions Ah d'aquarium. non, mais là, c'est plus du retard. Là, on est au Moyen-Âge. Enfin, toutes les villes qui ont un littoral en France ont un musée de la mer. C'est une proposition donc de créer des nouveaux lieux aussi. Il faut créer des nouveaux lieux. Par exemple, il faut réinvestir des lieux qui sont en friche. Par exemple, une des propositions des écolos, c'était de créer la digue, la digue du Large. Voilà. Alors peut-être pas la créer, mais il y a pas la créer, mais la recréer. Ouvrir l'accès à la digue du Large, y mettre, par exemple, on peut y mettre un petit quota d'ateliers d'artistes, 2, 3, j'en sais rien. On peut, par exemple, créer un musée d'histoire des migrations et des résistances, exemple. On peut. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui l'offre, elle n'est pas assez développée en fait. Oui, parce qu'il y a un potentiel qui est inexploité. Inexploité. D'accord. Et j'ai pas fini, je suis désolée. Rapidement. Oui, et du coup, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à Marseille, les politiques culturelles sont souvent menées selon une vision de rentabilité commerciale et économique. Ce que qu'on propose, c'est qu'on sorte de cette dynamique-là, mais pour de vrai, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas semblant. C'est-à-dire qu'on sorte vraiment de la rentabilité et qu'on ne fasse pas les choses pour que Marseille rayonne pour je ne sais pas qui, pour les touristes ou pour les extra-marseillais. Il faut penser, il faut redescendre à des propositions de co-pédagogie, de co-création, des dynamiques collégiales qui ne se font pas que entre acteurs de la culture au niveau de la métropole ou au niveau de la ville. Il faut que ça se pense vraiment sur les terrains qui sont divers et variés en plus dans cette ville-là, dans la ville de Marseille. Alors, on va peut-être garder quelques propositions pour... je suis désolée. Je vais juste rebondir sur ouvrir les subventions au privé, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. On a vu les docks en face des terrasses du port. À la base, il y avait la Fiesta des Suds. Après, on a lancé un appel d'offres, Latinissimo a voulu monter un dossier, etc. En fait, ça a été racheté par ce monsieur qui a fait la défense à Paris, et c'est devenu des bureaux et des nouveaux centres commerciaux. Oui. Donc en fait, c'est ce qui était je sais pas, point d'interrogation, mais peut-être que ça peut être sympa avec des garde-fous, à voir. Et sur l'Europe, donc les fonds européens. Oui, évidemment, nous avons un très bel outil au niveau global qui s'appelle la CGLU, la Communauté des gouvernements locaux unis. C'est une association au niveau mondial dans laquelle il y a plusieurs villes comme Barcelone, pas la Californie, San Francisco, plein de villes, Bilbao, Prague. Il y a plein de villes européennes, extra-européennes sur tous les continents qui se réunissent et qui dans le but d'appliquer, de trouver des solutions, de réfléchir à comment on peut mettre en place des objectifs de développement durable qui passent par des commissions de culture, des commissions égalité des genres, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant que Marseille intègre cette communauté pour justement réfléchir à sa spécificité, trouver des outils et pourquoi pas devenir une ville vraiment laboratoire. Ok. Alors, Marie-Hélène Ferraud, je vous vois être en désaccord avec certaines choses qui viennent d'être dites. C'est-à-dire que là, on parlait de financement tout à l'heure. Si on veut faire tout ça, je ne sais pas comment on va trouver l'argent pour financer toutes ces idées, même si elles sont pertinentes. Donc il faut, je pense, raison garder et être un peu plus mesuré. Voilà. Mais moi, et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Jacques, par rapport au MAC, qui est excentré, mais pas tant que ça, moi je trouve. Et je pense qu'il faut avoir un maillage sur le territoire qui soit assez homogène. Et justement, il me semblait que le maillage était peut-être pas suffisant et il serait, me semble-t-il, opportun, si on arrive à trouver le financement, d'investir une friche ou un bâtiment dans les quartiers nord pour en faire un genre de MAC 2, si je puis me permettre, quelque chose qui soit en lien avec le musée d'art contemporain, mais aussi avec les nouvelles scènes, pour avoir un lieu transversal et permettre à des populations qui viennent pas forcément dans le centre-ville pour des expositions, pour des rendez-vous culturels, d'avoir sur place une proposition et quelque chose d'assez transversal, d'ouvert, et avec les fameux tiers-lieux dont on parlait tout à l'heure. Donc plus en direction des habitants. Parce qu'il me semble que, je crois que ce qui nous réunit là tous les cinq, c'est que quand même, il faut spécifier que la culture, c'est pas un genre à part.
La culture, c'est la vie. La culture, c'est ce qui fait que nous sommes des êtres humains et qui réfléchissons, qui avançons. Donc, la culture, c'est pas quelque chose sur laquelle il faut faire des économies quand on a des problèmes de budget. La culture, ça participe à l'éducation, c'est essentiel en lien avec l'éducation. Donc, vous demandez si c'est toujours capital. Non seulement la culture est capitale, mais elle est fondamentale et elle est indispensable. Alors, justement, est-ce que, ça c'est une question que je peux poser à chacun d'entre vous, est-ce que si votre liste, en l'occurrence la liste de Bruno Gilles, était élue le 22 mars prochain, vous pourriez prendre l'engagement de sanctuariser les financements actuels, de les maintenir dans l'état où ils sont aujourd'hui? Je ne connais pas l'étendue du budget et les complexités pour la culture. Je souhaite que non seulement ce soit sanctuarisé, mais qu'on arrive aux 3%. Monsieur Besnaïnou, sur cette question? Mais moi, il me semble que non seulement ça, mais il faudrait aussi ouvrir au mécénat énormément, ne serait-ce que pour la sauvegarde de notre patrimoine. Au niveau de chaque lieu indépendamment. Exactement. Et vraiment, le mécénat pourrait, ou le micro-mécénat pourrait permettre aux gens d'investir. Stéphane Bern l'a compris, je crois. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là. Agnès Fréchel, sur le maintien ou l'augmentation, ou est-ce que le Printemps Marseillais prend des engagements là-dessus? Le Printemps Marseillais prend des engagements sur une augmentation du budget de la culture, évidemment. Sur un rattrapage du budget de la culture par rapport au fait qu'il est très, très en dessous des autres grandes villes. Tout bêtement. Donc rattrapage dans son budget propre, rattrapage aussi dans les financements extérieurs, c'est-à-dire qu'il faut absolument obtenir plus de financement de l'État. Marseille est assez peu aidée par l'État, en tous les cas pas à la hauteur de la deuxième ville de France. Marseille est la deuxième ville de France. Et bien sûr obtenir des financements européens, des financements sans doute dans la coopération méditerranéenne. Il faut que Marseille redevienne une grande ville de Méditerranée dans la coopération interrégionale. Mais le problème de la culture, c'est que c'est un droit. C'est pas un vecteur. La culture, c'est pas un vecteur de quelque chose. C'est un droit. C'est quelque chose auquel on a droit. On n'y a pas droit pour autre chose. On n'y a pas droit pour l'éducation. On n'y a pas droit pour apporter de l'argent. On n'y a pas droit parce que c'est un bon outil économique. On y a droit. Voilà, comme le reste. Donc il faut absolument... Il faut absolument qu'on arrive à faire entrer ça dans la tête des politiques, que la culture, on doit arrêter avec la culture marketing, on doit arrêter avec le Noël artistique et commerçant du centre-ville. Vous vous rendez compte, ils osent nous faire un Noël artistique et commerçant. Comment peut-on être artistique et commerçant? On est artistique ou commerçant. On ne peut pas d'un même geste acheter, voter et applaudir. Applaudir, acheter, voter, c'est ça qu'on nous demande d'un coup. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, le privé, je finis sur le privé. Le privé, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des missions de service public. La culture est un service public. On y a droit. Donc, oui, si les privés veulent investir, et ça n'est pas vrai qu'ils investissent de plus en plus, ils investissent de moins en moins. Bien sûr, s'ils veulent investir, qu'ils investissent, très bien. Mais quand on arrête de nous renvoyer sur le privé, trouver des ressources dans le privé, on n'a plus d'argent. La France est un pays riche, vous savez. Et Marseille n'est pas une ville pauvre. Marseille est une ville inégalitaire, fondamentalement. Alors, est-ce que sur la liste Debout Marseille, est-ce que sur les financements de la culture à la mairie, vous vous engagez à maintenir, à augmenter? Alors, évidemment, il faut rehausser ce budget de la culture et il faut prendre appui aussi sur la métropole. Il faut que la métropole soit un levier pour tout, de mise en place, de budgétisation, que ce soit un cadre institutionnel, que ce soit un soutien financier. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un Bretton Woods de la culture. Et comme l'a bien dit Agnès Fréchel, la culture est un droit. Donc un droit, ça se demande... c'est un droit. C'est-à-dire qu'il faut respecter la Constitution, c'est écrit dans la Constitution. Il faut assurer de l'accessibilité à tous les publics et à toutes les cultures. Et il faut aussi et surtout assurer la légitimisation de toutes les pratiques culturelles, de toutes les cultures avec un S, et du patrimoine identitaire de ce qu'est la ville, en fait, de son ADN. Il faut vraiment légitimer tout ça et faire en sorte...
Alors ce droit, on le finance comment aujourd'hui? Comment est-ce qu'on augmente le budget de la culture à Marseille? Je ne sais pas comment on fait pour financer le budget de la culture. Il y a plein de leviers possibles dont tu as parlé. La commission budget réfléchit à ça. Mais ce qui est important en fait, c'est qu'il faut budgétiser une vision. On budgétise pas, on donne pas tant à l'opéra, tant à n'importe quel acteur culturel. Non, il faut assurer une vision d'abord. Et ensuite, il faut réfléchir aussi à comment on finance tout ça. Mais il faut être très clair sur la vision qu'on propose et les valeurs qu'on soutient. Donc les valeurs qu'on soutient, nous, c'est l'accessibilité, la remise au centre au pluriel, bien sûr, et la création. Assurer la création. Donc oui, ça rentre dans la droite ligne de ce qu'on a dit. Plus de bibliothèques, plus d'ateliers d'artistes, etc. Najat Akodad, vous vous engagez à quoi sur le financement de la culture? Nous, on s'engage à faire de la culture vraiment un point essentiel. Alors moi, je vais vous le dire, à titre personnel, la culture, ça représente, oui, effectivement, c'est un droit, mais est-ce que ce droit, aujourd'hui, il est accessible à tout le monde? La réponse est non. À Marseille, a fortiori, il y a toute une partie de la population aujourd'hui qui est privée de ce droit. Et là-dessus, je ne vous dis pas que vous avez dit l'inverse, néanmoins, par rapport à ça, alors nous, pour nous, la culture, on s'engage à en faire vraiment un vecteur important. Est-ce que le montant, tel montant aujourd'hui va être maintenu de telle manière? Nous, on a envie de comprendre déjà qu'est-ce qui est financé aujourd'hui en détail. Pourquoi est-ce qu'on a des acteurs culturels qui sont en souffrance d'un point de vue du financement? Donc nous, on a besoin de comprendre. On a besoin de mener de manière globale un audit pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est financé aujourd'hui, les besoins qui sont identifiés pour pouvoir y apporter des solutions. Et là-dessus, pourquoi est-ce que la culture est quelque chose d'important pour nous? Parce qu'on le sait, c'est un sujet qui permet l'émancipation des populations. Moi, à titre personnel, je viens d'un milieu ouvrier. La culture, ça m'a permis d'avoir une compréhension du monde, ça m'a permis, via les livres, via l'accès aux bibliothèques, dans une autre ville, parce que je ne suis pas née à Marseille. Donc, via l'accès à la bibliothèque, ça m'a permis d'accéder à une certaine culture, une compréhension du monde, et de pouvoir y découvrir un certain nombre de choses. Et le constat qui est aujourd'hui vraiment, je pense, partagé par tout le monde, c'est que cette culture-là, aujourd'hui, elle n'est pas accessible à une partie de la population. Donc, il y a vraiment un sujet... Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qui est possible pour aller toucher les Marseillais et leur dire il faut les amener vers la culture, vers les lieux? C'est un sujet qui a été évoqué par les trois intervenants tout à l'heure. C'est qu'on a eu une superbe dynamique en 2013 avec Marseille, capitale européenne de la culture. Et puis, ça a été one shot, ça a été un événement, ça a été quelque chose une certaine dynamique qui a été lancée, et puis ça s'est essoufflé. Et donc là-dessus, on a eu une vision assez court-termiste. Donc c'est de pouvoir redynamiser toute cette partie-là, de pouvoir mettre en place des structures nécessaires pour pouvoir avoir accès à la culture et rehausser le taux, comme le disait le monsieur, par rapport au taux au niveau national. C'est de pouvoir, jouer aussi sur les autres aspects, encore une fois, je le répète, sur toute la partie transport pour pouvoir réconcilier la ville. Quand vous êtes dans les quartiers nord, c'est quand même un peu plus difficile d'avoir accès au centre-ville. Donc vraiment essayer de réconcilier cette ville-là, et c'est en prenant la culture dans un environnement global que l'on arrivera à faire de la culture vraiment un sujet... important. Alors, peut-être globalement, je peux vous poser une question rapide. Alors là, pour le coup, vous me dites oui ou non. Est-ce que pour les musées, il faut élargir les horaires? Il faut probablement les adapter, oui, à la vie moderne. Monsieur Besnaïnou? Agnès Fréchel? Bien sûr, il faut savoir comment. Voilà. Sidney Cadeau. Sidney Cadeau. Est-ce qu'il faut avoir des horaires plus larges pour les musées et pour les bibliothèques? Oui, bien sûr, et notamment sur les espaces nocturnes, les espaces temporels nocturnes. Oui, c'est évident, oui. Alors, on parlait des équipements. Il y a aussi, donc on est passé sur la question des financements. On parlait d'audit.
une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que si on regarde la façon dont les financements de la ville sont répartis, on a une douzaine de lieux qui ont des subventions massives, au-delà du million, enfin autour du million, une douzaine, enfin très importante, et ensuite des centaines de petits lieux qui se partagent des plus petites subventions. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il n'y a pas un déséquilibre entre la façon dont sont aidées certaines structures et d'autres? Peut-être, Monsieur Besnaïnou, vous avez du temps à récupérer sur le temps de parole. Bah, écoutez, oui, évidemment. C'est vrai qu'il y a des petites structures qui vivotent, qui survivent malgré tout, et qui ne bénéficient pas des subventions auxquelles peut-être elles auraient droit. Et d'autres en profitent beaucoup plus, c'est évident. Je vais revenir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure concernant l'argent. C'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le souci, c'est que Marseille est une ville ultra endettée. C'est que la métropole, l'État nous a promis beaucoup d'argent dont on n'a pas vu le moindre centime. Alors je veux bien avoir tous les projets culturels que l'on peut imaginer, mais avec quels moyens? Elle est là la question. On renégocie la dette, qui a des taux extrêmement élevés. Ça, c'est la première des choses. Hein. Déjà, si on renégocie la dette, on peut augmenter énormément. C'est le troisième budget de la ville. Le premier budget de la ville, c'est la dette. Hein. Donc, effectivement. Mais ça, je ne suis pas économiste. Mais en tous les cas, il y a une chose que je sais, c'est que l'économie, ce n'est pas l'argent. L'économie, c'est la fabrication de richesse. Faut arrêter avec la confusion qui est établie depuis des années entre l'économie et la comptabilité. L'économie, la comptabilité, c'est pas la même chose. L'économie, c'est la fabrication de richesses. La fabrication de richesses culturelles, c'est de l'économie. Heureusement qu'on a fabriqué des richesses culturelles avant. Heureusement qu'on a un patrimoine. Ce patrimoine, il a bien été fabriqué avec de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On serait plus capable de fabriquer du patrimoine, on serait plus capable de créer des choses. Pourquoi? Parce qu'on est un pays pauvre? Où est-ce que vous avez vu qu'on est un pays pauvre? Marseille est surendetté. On renégocie. Alors, sur cette question, la question des financements, sur les structures, peut-être que Marie-Hélène Ferraud, vous qui êtes actuellement dans l'équipe en place, comment est-ce que vous regardez ça, le fait qu'il y ait des structures qui surnagent et d'autres qui soient en grande difficulté? Vous avez beaucoup d'avance, Agnès Fréchel, sur le temps de parole. Oui, il y a des disparités, mais il y a des structures de taille différentes, donc avec des frais de fonctionnement qui sont inhérents à leur taille. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. L'offre est là. On a dit qu'il fallait que l'offre soit diverse et diversifiée. Donc je crois qu'il ne faut pas couper sur certains pour donner aux autres. Il faut trouver une façon d'être équitable, et ce qui me semblerait important dans une prochaine mandature, c'est vu la fragilité des petites structures, je crois qu'il faudrait pouvoir leur donner un budget à plus long terme. Là, elles vivent au jour le jour. Et en vivant au jour le jour, surtout pour les structures qui produisent des œuvres d'art, des choses comme ça, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas engager des frais si on ne sait pas où on va. Donc, avoir peut-être des conventions à plus long terme pour leur donner plus de stabilité, plus de pérennité dans leur programmation, je crois que déjà, on aurait fait un pas. Alors, Agnès Fréchel, je vous laisse 30 secondes. Vous avez une avance. Je vais faire un point sur... dire que je suis complètement d'accord avec Madame Ferraud sur le fait qu'il faut conventionner et prévoir des choses sur le plus long terme. Juste une chose. Marseille, donc, c'est 25 € par habitant de dépenses pour les subventions culturelles. Donc c'est extrêmement petit. Il y a un autre chiffre que j'ai aussi, et je donnerai ce chiffre et je passerai le micro. C'est en 2007, il y avait 350 associations culturelles qui étaient financées par la ville de Marseille. Aujourd'hui, il y en a 250. Ça ne veut pas dire grand-chose, il y en a juste 100 qui ont disparu. Les lieux qui ont disparu à Marseille, on les connaît tous. Il y en a beaucoup. Donc, le problème n'est pas de trouver un équilibre entre les grosses et les petites. Le problème est de retrouver une vitalité culturelle et de retrouver une subvention raisonnable. Raisonnable, pas plus. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus ou je passe à une question suivante? Allons-y. On peut, avant de passer aux questions de la salle, on ne va pas tarder à passer aux questions de la salle. Et d'ailleurs,
On me signalait que c'était mieux de ne pas applaudir, s'il vous plaît, pour respecter une équité entre tout le monde et que tout le monde se sente bienvenu ici. Donc la question, avec les financements, va aussi avec un paysage très précaire des acteurs de la culture aujourd'hui, se pose aussi la question de la liberté d'expression, de l'indépendance des artistes qui, aujourd'hui, dans un contexte quand même très précaire, peuvent avoir parfois l'impression qu'ils doivent mesurer leur expression, être consensuels, conciliants avec les collectivités qui les financent parce que, on le sait, ça peut être des négociations très tendues et parfois avec des conséquences dramatiques quand ça se passe mal. Qu'est-ce que vous pouvez vous engager à faire en tant que collectivité pour assurer à chacun une liberté dans son expression? Et je me tourne vers M. Besnaïnou parce que on a eu au sein de votre mairie de secteur des tensions en 2016, notamment avec l'espace culturel Busserine, où on a eu notamment M. Ravier qui a pu déclarer « Celui qui paye l'orchestre, de temps en temps, il faut qu'il puisse choisir la musique ». Est-ce que c'est quelque chose que votre équipe à la mairie, c'est une ligne à laquelle vous allez vous tenir? De temps en temps, celui qui paye l'orchestre choisit la musique. Écoutez, par rapport à cette problématique de la Busserine, c'est vrai qu'on nous a accusés de vouloir le fermer, on nous a accusés de tous les maux du monde. Or, nous avions toutes les possibilités pour le faire fermer. Il n'y avait pas de licence d'exploitation. Les locaux étaient dans des normes épouvantables. Enfin, ils étaient très dangereux pour le public. C'est un équipement municipal. Hein. On est d'accord, mais il était hors norme. On est bien d'accord, et on pouvait le faire fermer si on voulait. On ne l'a pas fait fermer. Au contraire, on y a entamé des travaux pour pouvoir le faire vivre. Et on a préféré, en tant que mairie de secteur, avoir une programmation qui s'oriente plus vers les enfants et non pas vers les adultes. C'est notre choix. C'est un choix tout à fait légitime pour une mairie de secteur. Donc voilà, après la polémique, vous savez, la polémique des politiciennes ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de qualitatif dans ce lieu. Alors, vous êtes notamment, votre intitulé à la mairie de secteur, c'est la culture et l'identité. Est-ce que, on le sait, le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, c'est une continuité quand même, à des principes en termes de ce qui est culture, ce qui ne l'est pas ou pas. Est-ce que culture et identité, en tant que, si vous étiez demain adjoint à la culture à la mairie centrale, est-ce que ce sera toujours culture et identité? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a une ligne politique à suivre pour avoir les financements du Front National à la mairie? Non, absolument pas. Quand on parle d'identité, vous savez, moi je suis un Français de loin. C'est-à-dire que moi, mon grand-père est devenu français en 1939, il a rejoint l'armée française pour se battre. D'accord ? Donc je suis un Français juif, tunisien, à la base, est devenu français. Donc quand un jour on m'a dit « Monsieur, vos ancêtres, c'était les Gaulois », ben, je l'ai avalé. J'ai dit « Oui, d'accord, mes ancêtres, c'est les Gaulois. Et la culture française, c'est ma culture. Et l'identité française, c'est mon identité. » Donc à partir de là, Stéphane Ravier m'a fait tout à fait confiance pour défendre justement l'identité. À moi qui suis un étranger, quelque part. On est bien d'accord? Donc demain, ce qui se passera à la mairie de Marseille, c'est simplement surtout ne pas dénigrer les autres cultures, parce qu'on n'a aucune raison de les dénigrer ni de ne pas les apprécier, mais c'est surtout de mettre aussi la nôtre en avant, celle qui est très souvent oubliée. Par exemple Par exemple, on voit simplement ce qui se passe. Les fêtes ont tendance à disparaître, les crèches sont attaquées par les laïcards de tous bords. Je suis désolé, je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais néanmoins, il y a une réalité. Donc, c'est vrai que nos traditions ont tendance plus ou moins à se diluer, à disparaître. Or, moi, il me semble que ces traditions sont belles. Donc, plus de crèches et plus de tambourinailles. Pas plus, mais pas moins. Et alors, c'est vrai qu'on a au moment des élections, de la campagne des élections régionales, il y avait eu des prises de position de Marion Maréchal Le Pen sur ce qu'elle financerait, ce qu'elle financerait pas. Vous n'avez pas échappé que Marion Maréchal Le Pen n'est plus, enfin Marion Maréchal maintenant n'est plus dans notre mouvement pour le moment, donc ça n'engage qu'elle et ça n'engage qu'elle à l'époque. Voilà, nous nos positions sont claires. Vous les lirez d'ailleurs très bientôt dans le programme qui va sortir, de toute manière. Oui, comme je vous disais, la culture, oui, la culture avec un grand C. Et donc, ça veut dire que sur notamment les cultures du monde, là-dessus... À ce propos, très bien, c'est bien d'en parler, parce que vous savez que nous sommes collaborateurs
du Roudelet Félibrin, qui tous les ans organise, nous finançons, nous aidons. Pas spécialement Culture du Monde. Oui, mais ils accueillent toutes les cultures du monde. C'est-à-dire qu'au travers de la culture provençale, ce sont toutes les cultures du monde qui viennent à Marseille. Et ça, on aimerait énormément le développer, parce que comment aimer notre culture si on n'aime pas les autres? Et comment faire connaître notre culture? C'est en accueillant les autres. Je pense qu'il y a un échange qui se fera, et qui se fait déjà à Marseille, très localement, dans le 14e arrondissement, et qui pourrait peut-être développer. Ça me semble être une très belle idée, aussi. Sidney Cadeau, vous vouliez réagir? Bon, alors déjà, je ne sais pas ce que c'est des cultures du monde, je suis vraiment désolée. Enfin, quand on regarde Marseille, c'est quand même des Phocéens qui ont fondé la ville, donc rien à voir avec des Français, quoi. Et, qui n'existaient pas à l'époque. Qui n'existaient même pas à l'époque. Bon, ça c'est pour... c'est peut-être un problème de vocabulaire, je ne sais pas, mais... Alors, ce que je voulais dire, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. J'ai dit que je ne savais pas comment financer la culture. Oui, parce que si on pense la culture en termes de secteur, Bon, j'ai pas tous les leviers en tête, mais si on pense à la culture comme une dimension de toutes les politiques publiques, donc on pense en fait à un budget étalé, enfin proportionné, voilà. Donc déjà, ça change la donne. Bon. Mais alors sur les questions d'indépendance des acteurs culturels. Donc, alors évidemment, en fait, on est une collectivité territoriale et neutre. On est censé être juste un cadre institutionnel et un appui financier. On n'a pas à se prononcer sur... Et quelle garantie peut donner une municipalité qui serait vertueuse? Par exemple, on peut créer une charte avec plein d'outils très beaux qu'on puisera avec nos collègues de Bilbao, avec l'outil de l'agenda 21 qu'on intégrera bientôt parce qu'on sera ouvert... à ces perspectives de réflexion au niveau global et au niveau européen. On peut mener des choses comme ça. On peut aussi tout simplement établir des chartes en parlant avec les acteurs locaux et tous les agents de la culture, voilà, pour garantir des garde-fous et pour pas qu'il y ait de politique de cas par cas ou de... Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais je pense que c'est pas compliqué de garantir la... Parce que c'est le principe d'une institution républicaine, en fait, c'est de garantir la neutralité. D'accord. C'est juste revenir aux fondamentaux. En fait, la question, c'est revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, oui, garantir la neutralité, quoi. Alors, on va bientôt passer aux questions du public. Ceux qui le souhaitent... alors, j'ai perdu Benoît de vue, mais une dernière question peut-être pour Najat Akodad. Vous avez un petit peu de retard à rattraper. Oui. Sinon, tout le monde est à peu près au même niveau du temps de parole, si ce n'est Agnès Fréchel, qui a 2 minutes d'avance. Donc, vous serez... Pas d'applaudissements, s'il vous plaît. Vous serez donc un petit peu lésé au moment des questions du public. Allez-y. Donc, juste pour revenir sur la liberté d'expression, je pense qu'elle est plus que fondamentale, parce que si derrière, on choisit en tant que municipalité ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, enfin, à un moment donné, on touche à un des droits fondamentaux qui est la liberté d'expression. Donc, même si derrière... les financements, ça peut aller très vite quand même. Je suis d'accord, et ça ne touche pas que la culture. Ça touche évidemment d'autres domaines. Par exemple, la question du financement d'autres domaines sur les journaux, par exemple. Donc, tous ces sujets-là. Donc, je pense qu'il y a une question de changement, enfin, d'avoir une politique, une certaine politique par rapport à ce sujet-là. Si derrière... Mais quels dispositifs peuvent garantir une équité? Comment est-ce qu'on redonne de la confiance aux acteurs culturels? En rétablissant une certaine équité entre les différents acteurs culturels. Si à un moment donné, on favorise uniquement un acteur culturel pour telle ou telle raison, là-dessus, il y a un problème. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... La transparence? Évidemment, la transparence, c'est de rendre des comptes sur ce que l'on fait, sur les financements que l'on peut faire au niveau des acteurs culturels, par exemple. Donc là-dessus, rendre des comptes, ça permet à la population de savoir ce qui est financé, quels acteurs sont financés, et ça permet d'établir une certaine transparence pour pouvoir justement lutter contre ce clientélisme que vous visiez. Et puis derrière, là encore une fois, on touche du doigt ce que monsieur disait, on touche du doigt encore ce que monsieur Agoug a dit tout à l'heure sur la question de il y a des cultures qui sont bonnes, qui sont considérées comme bonnes, et puis d'autres, on les considère comme non
bonne à développer pour Marseille. Et là, il y a aussi un problème de ce côté-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut favoriser la culture de manière générale pour pouvoir toucher tous les acteurs culturels et puis pour pouvoir toucher toute la population marseillaise pour qu'elle puisse avoir une offre culturelle suffisamment diversifiée pour qu'elle puisse se reconnaître dedans. Marie-Hélène Ferraud, après on passe aux questions du public. Simplement, je voulais simplement préciser, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les acteurs culturels soient bâillonnés ou soient influencés par la ville de Marseille. Après, il y en a qui peuvent avoir la sensation, et je peux vous dire, quand on journaliste, quand on parle à des acteurs culturels, ils sont quand même, ils pèsent leurs mots, ils n'ont pas envie de fâcher telle collectivité. C'est quelque chose qu'on sent quand même. Je parle pour la collectivité à laquelle j'appartiens, la ville de Marseille, et je pense que la ville finance quand même majoritairement la plupart des structures culturelles sur ce territoire, et je pense que les acteurs culturels sont tout à fait libres dans leur programmation de présenter leurs choix, leurs artistes et leurs propos. Voilà. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de censure particulière de la part de la ville de Marseille à aujourd'hui, et j'espère que ça continuera, parce que je crois que c'est le propre même de l'artiste que d'être un peu un électron libre qui fasse avancer les choses et qui nous fasse poser questions. On va voir si la salle a des choses à dire là-dessus. Benoît, peut-être que tu peux nous transmettre les questions.